Bonjour et bienvenue à toi sur ce nouvel épisode de Oli et Thanato. Je suis Charlène, facilitatrice et accompagnante des deuils. Ces transitions de vie sont des cadeaux mal emballés qui cachent selon moi des opportunités de changement. Mon objectif, emprunter un chemin de résilience pour transformer vos difficultés en ressources. Accueillons tout de suite notre invité du jour pour parler de ces sujets. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je suis ravie d'accueillir Mathilde qui va nous parler d'un outil un petit peu particulier. Mathilde, déjà, je voulais te remercier et puis je te laisse te présenter. Bonjour à tous. Moi, je suis Mathilde du compte Instagram Rise with Mathilde. Je suis coach et analyste en Human Design et je propose des analyses 100% personnalisées, donc de l'outil qui s'appelle Human Design. Donc, c'est un outil de connaissance de soi dont on va reparler dans un instant. Voilà, je propose des lectures sous forme d'appels d'environ 2 heures. Et ensuite, je vous envoie votre mode d'emploi en version PDF d'environ 70 pages. Et je propose également des coachings basés sur cet outil en fonction des problématiques professionnelles et personnelles du moment de mes coachés. Voilà. Super, merci pour cette présentation et cette introduction. Comme tu l'as dit, on va reparler davantage de l'outil du Human Design ou du design humain, si vous faites la version francophone ou anglaise. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus justement sur ce que c'est, à quoi ça sert, comment ça fonctionne? Alors après, dans les grandes lignes, bien entendu, parce que c'est un outil qui est assez compliqué et qui est aussi très visuel et du coup, qui peut être parfois un petit peu compliqué à expliquer avec des mots. Absolument, absolument. Écoute, déjà, merci à toi, Charlène, de me donner l'opportunité de faire découvrir ce formidable outil parce que, on l'a dit, c'est un outil très complet et un outil qui permet vraiment de mieux se connaître. Et donc, notamment, c'est un outil qui est souvent comparé à notre mode d'emploi, je le disais en introduction, ce qui permet de se redécouvrir et de vivre de manière plus alignée. Donc en fait, le design humain, le human design en anglais, il nous offre vraiment la possibilité de découvrir notre être authentique pour comprendre et accepter vraiment ce que nous sommes en dehors de nos croyances, en dehors de nos peurs et surtout de nos conditionnements en fait qui proviennent de notre famille, du système éducatif, des médias, de ce qu'on voit, voilà, de ce que le gouvernement nous impose aussi. Donc ça permet vraiment de nous déconditionner. Et tu l'as dit, c'est un outil très visuel puisque ça se présente sous la forme d'un schéma, d'une carte unique. Je vais beaucoup parler de cartes pendant cet échange, qui est propre vraiment à chaque individu et que tes auditeurs, s'ils le souhaitent, pourront télécharger gratuitement sur mon site www.risewithmathilde.com. Donc c'est simplement à l'aide de votre date et heure de naissance. Si vous êtes curieux de la découvrir, voilà, je vous invite à le télécharger et puis on en parlera un peu plus dans le détail tout de suite. C'est ça. Et c'est un outil qui est visuel, qui peut être un peu compliqué à comprendre et où il faut un certain vocabulaire. Tu m'arrêtes si c'est pas les bons termes, mais un certain vocabulaire, une certaine compréhension. Je sais que moi, pour m'y être intéressée au départ, j'avais l'impression qu'on me parlait chinois sans même savoir ce qu'était le chinois. Mais en même temps, derrière, c'était super intéressant de pouvoir aller creuser. Et tu as parlé justement de déconditionnement. Qui dit déconditionnement, dit conditionnement de base, c'est-à-dire qu'il faut être conditionné à quelque chose pour pouvoir s'en déconditionner. Pour déconstruire quelque chose, il faut l'avoir construit, il faut se désidentifier, enfin s'identifier à quelque chose pour s'en désidentifier. C'est toujours en fait ce même processus un peu d'aller-retour. Ça part d'une prise de conscience et c'est là en fait où la notion du deuil au sens large, encore une fois, pas uniquement le côté de la mort physique, mais là aujourd'hui on va plus parler de tout ce côté de mort plutôt symbolique. C'est là où le deuil justement va venir être intéressant par rapport au Human Design. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu qu'est-ce qui devient de prime abord déjà le rapport, le lien entre deuil et Human Design? Ouais, complètement. Effectivement, juste pour rebondir sur ce que tu as dit au début,
C'est vrai que à première vue, c'est une carte qui est très belle. Il y a plein de couleurs, il y a plein de formes, et cetera. Mais effectivement, ça peut faire un petit peu peur et on peut vite jeter l'éponge. C'est pour ça que, évidemment, moi, je propose des accompagnements parce que, au-delà d'en apprendre plus sur nous-mêmes, sur nos talents, sur nos forces, etc., ça va vraiment permettre des choses vraiment très spécifiques, tu vois, ça va te permettre de réduire ton stress. Par exemple, là, je suis en train de travailler sur un accompagnement plutôt professionnel et dédié, tu vois, aux entrepreneurs, aux entreprises, etc. Et ça permet vraiment des choses concrètes d'améliorer la communication entre les équipes, d'augmenter la productivité, la satisfaction des collaborateurs, etc. etc. D'où en fait, ce que je voudrais vous faire passer comme message, c'est que même si au premier abord, ça paraît un petit peu compliqué, vraiment, ça ne l'est pas et n'hésitez pas à vous faire accompagner. Par quelqu'un qui s'y connaît. Et donc, pour répondre à ta question, effectivement, Charlène, tu l'as extrêmement bien présenté. Qui dit déconditionnement dit conditionnement. Et donc, je vous le disais au début, chacun de nous agit vraiment selon une carte personnelle et unique. Le problème, c'est que bien souvent, la plupart d'entre nous, on la connaît pas cette carte, tu vois, ou du moins on n'en est pas toujours conscient. On n'est pas toujours conscient d'avoir ce GPS un peu interne, tu vois, cette boussole. Ceux qui savent bien écouter les réponses de leur corps, etc., vont savoir plus ou moins de quoi, ce dont je parle. Mais d'autres, voilà, moi la première, il y a quelques années, j'étais pas du tout à l'écoute de mon corps. Ce qui fait que autrement dit, tu vois, on fonctionne en grande partie à l'aveugle quand on n'est pas conscient d'avoir cette boussole interne. Euh, Ce qui fait que on n'est pas vraiment aux commandes de nos vies, tu vois, on se connaît pas vraiment. Et comme on a tous une carte différente, bah, ça crée souvent des décalages entre qui on croit vouloir être, qui on est vraiment. Et ça peut même créer des conflits parce que bah, on croit tous que notre vérité, c'est la vérité universelle et pas vraiment, en fait. Des fois, on n'est même pas conscient de ce qui est bon pour nous. On agit simplement parce que bah, nos parents nous ont dit ça ou la société nous a dit ça. Et voilà, si on ne se remet pas en question, on n'y pense pas forcément. Je sais pas, toi, tu as peut-être des exemples, Charlène, de ce genre de situation que tu as toi-même vécu ou peut-être que tu as noté lors de témoignages de tes clients, d'un certain décalage entre qui ils sont et ce que la société attend d'eux. Carrément, mais je pense que, bah, justement, c'est tout se résume dans ces 3 mots-là, en fait, connaissance de soi. C'est qu'on nous demande de marcher, sur un chemin, quand on est jeune, quand on est petit, et c'est là où on parle justement des conditionnements. On regarde beaucoup plutôt vers l'extérieur. On cherche à avoir nos réponses à l'extérieur et on n'a pas cette boussole, en fait, comme tu le disais, justement, à l'intérieur de nous. C'est un petit peu comme notre, empreinte génétique, elle est toute différente, enfin, chacune est différente les unes des autres. C'est ce qui fait qu'on est, nous, différents d'un autre, même si on a vécu peut-être dans la même ville, qu'on est né le même jour, à la même heure, la même année, mais on va grandir différemment parce qu'on a des parents différemment des parents différents plutôt, qui ont eux-mêmes une histoire qui est différente, des valeurs qui sont différentes. Et en fait, tout ça, on a un espèce de gros paquet, c'est notre gros sac à dos qu'on porte sur notre dos. Mais parfois, on en oublie en fait de regarder ce qu'il y a dans le sac et de se dire tiens, il y a peut-être du linge sale, il y a peut-être des trucs qu'il faut laver parce qu'en fait, ça pue à un moment. Ben, il y a un peu toutes ces choses-là. Et puis parfois, le linge sale, il vient un peu contaminer le linge propre. Et, euh, et justement, c'est ce que je trouve en fait beau dans les différents outils de connaissance de soi et y compris dans le design humain, c'est que ça nous pousse en fait à aller regarder à l'intérieur. Et c'est vachement flippant hein, au départ, il faut le dire. Enfin, moi personnellement, pour l'avoir vécu, et je pense que tu en fais partie aussi, mais c'est flippant au départ parce que ça paraît vertigineux en fait toute cette quête. Et c'est là où pour moi il y a cette notion de deuil, c'est que ben une fois qu'on regarde, une fois qu'on prend conscience,
c'est où est-ce qu'on va, en fait? Est-ce qu'on décide de se dire: «Bon, ben, non, je remets mes œillères, je garde mon linge sale et puis c'est pas grave, je continue mon voyage», ou alors, bon, ben, OK, il y a des choses à se libérer, ça va pas forcément être simple, ça demande, alors un travail, pas au sens d'une souffrance, mais un effort, quelque chose en tout cas à faire pour s'en libérer, et c'est là où pour moi il y a cette notion de deuil en fait mais qui est positive, là pour le coup, qui est clairement positive. Absolument, ouais. Je suis entièrement d'accord avec toi et ça vaut complètement la peine. Je pense que si vous avez déjà essayé un petit peu de remettre en question ce que vous avez appris et qui peut-être ne vous appartient pas, hem, c'est extrêmement, bénéfique à mon sens, hein, de mon point de vue. Parce que, tu vois, pour moi, le vrai risque, c'est vraiment d'aller à l'encontre de notre fonctionnement interne. Tu le disais, c'est ce parallèle entre l'extérieur et l'intérieur. Et pour moi, le risque de vivre une vie qui n'est pas, tu vois, pleine de résistance, pleine d'incompréhension ou même de blocage avec notre entourage, bah, à terme, ça peut juste nous empêcher d'aller dans la bonne direction, tu vois, ou de croire on est de telle ou telle manière, alors que bien souvent, on fait que répéter des schémas. Tu sais, on parle souvent de schémas bloquants qui nous ont été inculqués en fait. Donc, euh, donc inculqués, je parle pas forcément de la famille. Hein. Souvent, évidemment, ça vient de ce qu'on a entendu tout petit. Moi, je pense, par exemple, dans ma famille, on disait souvent ah mais si tu gagnes beaucoup d'argent, tu vas devenir une personne, tu vois, un peu imbue d'elle-même. On a tous entendu, tu sais, des phrases un peu toutes faites. C'est pas Versailles ici. Et puis finalement, on les répète sans même se demander si on est d'accord avec cette croyance. Donc c'est juste des exemples où, par exemple, dans le monde du travail, on nous dit oui, il faut travailler de 8 heures à 18 heures. Oui, certaines personnes sont faites pour suivre ce rythme, mais d'autres vont vraiment risquer de s'épuiser à vouloir à tout prix rentrer dans ce moule de je travaille, je suis productive, etc. Euh, c'est ok, il y a d'autres moyens d'être productif, tu vois. Tu peux simplement travailler 1 heure sur une tâche, puis faire une pause, puis. Mais voilà, vu qu'on nous apprend pas ça, bah forcément, ça peut nous bloquer. Et ça, donc voilà, le human design, c'est vraiment une invitation à nous défaire de ce que nous ne sommes pas. Laisser mourir, puisqu'on parle de deuil, laisser mourir symboliquement notre ego, se déconditionner. Alors, on parle beaucoup en human design de déconditionnement, mais qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que, tu vois, qu'est-ce que ça veut dire? Le déconditionnement, à mon sens, c'est vraiment un processus d'abandon donc de ces parties de nous qu'on n'est pas forcément, ou qu'on a peut-être été et qu'on n'est plus. Euh, et donc, pour définir déconditionnement, à mon sens, il faut aussi définir conditionnement. Et moi, je l'interprète de la manière suivante. Pour moi, le conditionnement, ce sont toutes les couches d'attente, parfois de pression, de peur, qui nous sont imposées dès notre naissance. Tu vois, moi, je le vois comme on arrive au monde nu, sans connaissance, sans croyance, etc. Et puis, bah, notre famille, l'école, le gouvernement, je vous disais, le capitalisme, les médias, etc., viennent nous, 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 nous inculquer des choses. Et puis, on peut intérioriser ces idées dans notre esprit à travers les critiques qu'on reçoit, les images qu'on voit. Je sais pas, moi, par exemple, le salaire moyen pour un certain travail ou les personnes qu'on imagine à certains postes. Tu sais, on parle toujours de, par exemple, sage-femme. On a du mal à s'imaginer un homme. Tout ça, c'est des choses qui sont dans l'inconscient commun. Et puis voilà, toi qui as aussi beaucoup voyagé, je pense que tu sais à quel point le conditionnement est aussi beaucoup dû à la culture, au pays dans lequel on se trouve, à la religion, etc. etc. Euh, et, et voilà, moi personnellement,
Je sais que si j'avais grandi sur un autre continent, dans une autre famille, etc., avec d'autres ressources, je serais une toute autre personne aujourd'hui. Pas meilleure, pas pire, pas, voilà, juste différente. Et voilà, et je le sais parce que j'ai vécu dans beaucoup de pays, j'ai vécu dans 7 ou 8 pays. Donc mon conditionnement, il évolue aussi au travers de ces expériences. Tu vois, je parle de voyage, pardon, je parle de voyage évidemment parce que c'est un contexte propice à des gros virages, tu vois, de déconditionnement, de changement de croyances, etc. Mais l'introspection, l'accompagnement avec des coachs ou des spécialistes de la santé, etc., sont évidemment d'autres moyens, liste non exhaustive, qui nous invitent à vraiment faire ce travail d'auto-questionnement et d'introspection. C'est ça. Et puis, moi, c'est vrai que je dis souvent que, la mort, physique ou symbolique peut être un outil de connaissance de soi, justement parce que c'est quand il y a des moments qui sont difficiles, qui peuvent être associés à de la souffrance, à des changements, aux grands termes, en fait, de transition de vie, hein, qui sont pas forcément toutes désagréables ou douloureuses, mais en tout cas, ces transitions de vie, tu as parlé l'exemple des voyages, un déménagement, un licenciement ou, une démission, hein, ça marche aussi. C'est justement, en fait, dans ces moments-là où on revient à l'intérieur de soi et justement, c'est tout l'inverse, justement, de ces conditionnements où on va regarder à l'extérieur. Là, on tourne le regard à l'intérieur et sur en fait, pourquoi? Pourquoi cette chose-là arrive? Comment je peux lui donner du sens? Comment je peux la tourner aussi en opportunité? Et justement, déconditionner pour moi, c'est réellement un deuil, mais c'est aussi et surtout un cadeau parce que, on parle beaucoup de burn-out depuis plusieurs années maintenant dans nos sociétés parce que, justement, on n'a pas appris à se connaître, on a suivi le truc. Ça répond pour moi aussi, on peut mettre les termes de stéréotypes, d'idées reçues, en fait, derrière les conditionnements. Il faut être avocat parce que papa ou maman était avocat, il faut être professeur parce que papa et maman étaient professeurs, ou il faut faire telle lignée parce qu'on m'a dit qu'il fallait faire tel truc. Mais en réalité, je sais même pas si ça vibre ou pas en moi. Et donc, par mes conditionnements, je suis jusqu'au jour où peut-être je me rends compte que, en fait, je suis prof, mais ça m'apporte absolument rien. Ça n'en reste pas moins un beau métier, mais je me sens pas bien, moi, là-dedans. J'en ai une perte de sens. On donnait tout à l'heure la métaphore de la boussole. En fait, si tu as pas cette boussole intérieure où tu la suis pas, que tu la regardes pas, alors tu peux faire à l'instinct, à l'intuition, au flair, mais à un moment, on n'est pas des animaux au sens bestial du terme. On reste des animaux, mais quand même pas les mêmes que ceux qui sont en forêt ou en nature. Et à un moment, on se perd, en fait, parce que, on n'a pas développé non plus ce sens de l'orientation et de justement de s'écouter à l'intérieur. Et je trouve que, c'est justement ce fonctionnement à l'aveugle, hors outil de connaissance de soi, hors Human Design, puisque, là, c'est vraiment l'outil dont on parle, versus finalement un fonctionnement beaucoup plus en conscience avec le Human Design. Et est-ce que tu peux nous donner peut-être un petit peu des pistes de réflexion ou justement de savoir sur quel type de point ou sur quel axe, en utilisant le Human Design, de quoi peut-être je fais le deuil et à quoi je m'ouvre en fait derrière? Quel est le cadeau en fait, finalement de cet outil et de ce processus de deuil et de déconditionnement? Ouais, absolument, absolument. Hem, Complètement. Écoute, le human design, c'est vraiment le fonctionnement à l'aveugle versus le fonctionnement en conscience, tu l'as dit. Hem, Comprendre, donc ça nous offre vraiment beaucoup de choses. Je dirais que, hem, les raisons pour lesquelles, c'est vraiment hyper intéressant de l'utiliser, c'est que ça nous permet, de comprendre pourquoi on est comme on est, de mettre en lumière peut-être des traumas, des traumatismes, des conditionnements, et ça nous permet aussi d'arrêter du coup de nous flageller, tu vois? D'arrêter de dire: «Ah là là, mais pourquoi je suis comme ça? Pourquoi c'est plus difficile pour moi? Pourquoi?» Tu vois? Parce que aussi la société, elle nous a pas appris à capitaliser sur nos forces. Par exemple, elle nous a pas appris à regarder à l'intérieur. Tu parlais de justement, le regard interne. Le conditionnement, ça consiste essentiellement à regarder vers l'extérieur, hein, pour prendre des décisions concernant nos propres vies. Le human design, c'est vraiment une invitation à regarder à l'intérieur, parce que qui d'autre que nous
est, est mieux placé pour prendre des décisions pour nous, tu vois. Vu qu'on est tous différents, même si la société nous n'est pas vraiment consciente qu'on est tous différents et qu'on fonctionne tous différemment, tu vois. Et ça, on est plutôt euh, éduqués pour comprendre qu'il n'y a qu'une seule bonne façon de faire, etc., etc. Alors que pas du tout, tu vois. On a tous des expériences différentes, des valeurs différentes, etc. Donc, le déconditionnement grâce au Human Design, ça te permet de prendre conscience de tes traumas, des cadeaux qu'ils t'ont apportés, tu le disais à l'instant, de faire le deuil d'un fonctionnement d'avant, tu vois, pour s'ouvrir au futur avec une vision vraiment beaucoup plus large de qui on est. Ça nous permet de prendre des décisions qui sont alignées avec nous, avec nous-mêmes, avec nos besoins uniques, avec nos attentes. Ça nous permet de miser sur nos dons et nos talents innés. Et puis, je le disais tout à l'heure, d'améliorer vraiment nos relations, mais au sens large, que ce soit des relations amoureuses, des relations au travail, avec un patron, un collègue, etc., avec nos enfants, avec nos amis, etc. Parce que on va apprendre tout simplement notre fonctionnement, comment fonctionne notre énergie, est-ce qu'on réagit bien à la pression, par exemple, est-ce que, tu vois, comprendre notre comportement et comprendre la façon dont les autres nous perçoivent aussi, et vice-versa. Et du coup, là, quand on comprend ça, on comprend qu'il n'y a pas une bonne façon de faire ou une meilleure façon de faire, c'est simplement adapter aussi sa communication, adapter ses attentes en fonction de la personne avec qui on se trouve. Et puis, du coup, ça va améliorer plein de choses en parallèle. Ça va améliorer la confiance en soi, l'estime de soi, tu vois, permettre d'attirer des opportunités ou, par exemple, si je parle du domaine professionnel, des clients à soi de manière magnétique. Euh, Ça va t'aider à retrouver du sens aussi, ta mission de vie, etc. Et puis à mieux gérer de manière générale ton énergie. Euh, Énergie vitale, ton stress, tes émotions, tes peurs, ta charge mentale, bref. Voilà, vraiment, ça va te permettre de faire toutes ces choses-là parce que ce qui se passe, c'est que bien souvent, euh, on a vécu sans connaître notre mode d'emploi toute notre vie. Et parfois, résultat des courses, c'est qu'on agit comme une personne qu'on n'est pas et on est fatigué, tout nous semble plus compliqué, on a l'impression que on réussit pas, que c'est plus simple pour les autres, etc. Et on se compare beaucoup aussi aux autres. En faisant l'analyse personnelle de ton human design, tu as vraiment des éléments essentiels de ta relation avec toi et avec les autres. Il y a vraiment des grandes révélations et souvent les feedbacks que j'ai de mes clients, c'est waouh, mais comment tu sais tout ça de moi sans même m'avoir rencontré une seule fois? Comment est-ce que tu as mis des caméras chez moi? C'est vraiment, assez fun d'avoir ce genre de choses. Et puis ça permet de, de, de vraiment de laisser partir une part de soi. Il y a une sorte de mort d'ego, hein, vraiment. Il y a une sorte de mort de l'ego et c'est une étape essentielle, tu le disais, du développement personnel pour pouvoir évoluer, pour pouvoir grandir en tant qu'être humain. Euh, Ça permet vraiment, en fait, de faire le deuil d'un fonctionnement d'avant pour moi et justement de pouvoir s'ouvrir avec résilience au futur et c'est une invitation pour moi, alors encore une fois, le côté, connaissance de soi, human design, qu'importe l'outil qui résonne pour la personne qui nous écoute, mais c'est une invitation à se défaire de tout ce qu'on a cru être, mais qu'on n'était pas et aussi une invitation à se faire de ce qu'on n'a jamais pensé être, mais que l'on est. Et ça me fait énormément penser en fait, au parallèle entre justement ce déconditionnement et la phase de déstructuration dans le deuil où, alors si je prends l'exemple du côté d'un défunt, qui va parler, au plus grand nombre, ben, forcément il y a plein de choses qui se réorganisent, qui se restructurent, qui se déstructurent quand il y a une personne qui part, dans un cercle familial ou même amical. Bah, il y a des choses qui changent, il y a des rôles qui changent, il y a des choses que le défunt faisait qu'on va peut-être devoir faire à sa place selon si imaginons c'est une femme ou un mari qui est parti ou un grand-parent, selon en fait le rôle
les rôles que cette personne avait, les rôles sociaux, et ben, ça joue aussi et ça a un impact. C'est un petit peu, ben, dans un système, si on enlève une personne ou si on enlève un élément ou si on en ajoute un autre, qu'importe, bah, ça a des conséquences, en fait, sur toutes les autres parts du système. Bah, c'est exactement, en fait, la même chose. Donc là, comme on enlève certains, conditionnements, on vient travailler sur certaines croyances pour les modifier, pour les remodeler, pour remettre le bon manteau, les bonnes lunettes, le bon sac à dos avec du linge propre dedans, si je reprends, ma métaphore de tout à l'heure, et ben, c'est toute cette déstructuration. Et ça, je trouve que ça demande, en fait, un lâcher prise et une acceptation, un certain renoncement aussi, qu'on retrouve encore une fois dans le processus de deuil. Il faut bien renoncer à l'absence d'un être cher, par exemple, qui est parti, ou renoncer à ce travail duquel on s'est fait, licencier. On pourra peut-être en retrouver un autre. On intégrera l'absence de cette personne à l'intérieur de nous comme une présence intérieure, mais en tout cas, on pourra plus avoir son corps, on pourra plus, le toucher, on pourra plus lui parler directement ou du moins on pourra plus avoir de réponse, et c'est d'accepter en fait de lâcher une partie de soi. Et dans l'human design, si je reviens à ça, pour revenir réellement à qui l'on est, découvrir ou redécouvrir selon les personnes, réellement qui l'on est, réapprendre à vivre et avoir en fait cette phase de renaissance qui est justement la phase de restructuration du deuil, où une fois qu'on a déconstruit, ben, on peut reconstruire. Reconstruire quelque chose qui est différent d'avant, alors généralement, mieux ou moins bien, ça c'est propre aussi à chacun, mais en tout cas, c'est quelque chose qui est différent d'avant, et c'est la notion même en fait de résilience et de croissance post-traumatique. Et j'aime bien ce que tu disais tout à l'heure, c'est que si on est, loin de nous-mêmes, loin de notre axe, loin de la manière dont on devrait fonctionner, loin d'un mode d'emploi, si on prend un meuble et qu'on regarde pas le mode d'emploi, on va peut-être réussir à le monter, mais on aura peut-être des vis en plus à la fin. Je pense que vous avez tous monté un meuble IKEA, soit il vous manquait des vis, soit vous en aviez trop, ou le truc il était carrément bancal. Bah, en fait, c'est exactement la même chose. Pourquoi on n'aurait pas un mode d'emploi pour nous-mêmes? Et je pense que ça peut faire, écho à ce qu'on disait tout à l'heure par rapport au burn-out, et je sais que tu l'as vécu aussi d'une certaine manière, mais moi alors je parle souvent d'auto-burn-out parce que j'étais déjà à mon compte. Néanmoins, tu parlais de fatigue, de sentiments négatifs, le côté estime, confiance, image de soi. Ben, c'était en down très, 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 très bas. Il a fallu que je creuse, c'était pas forcément agréable, mais la remontée, elle était cool et finalement, j'ai retrouvé un grand soleil à la sortie et c'était vraiment, vraiment top, et voilà, je trouve que c'est cette carte, je trouve que l'image de carte, elle est vraiment bien, en fait, dans le design humain pour symboliser ce que c'est. C'est, ben, comme quand vous allez quelque part où c'est un peu une carte au trésor, vous savez pas réellement ce que vous allez trouver, mais il y a quand même cette notion de trésor et de ouais, de richesse, pas au sens de l'argent, mais richesse d'âme, richesse de cœur, richesse d'être, en fait, tout simplement. Oh, c'est beau ce que tu dis. Tu es une très bonne vendeuse de l'outil et je sais que toi-même tu as analysé le tien, donc tu sais de quoi tu parles, effectivement. Ouais, complètement. T'as extrêmement bien résumé ça. En plus, moi, ce que j'aime vraiment, c'est que c'est un outil hyper accessible et hyper concret à expérimenter. Tu vois, moi, j'ai toujours été un peu fan des tests de personnalité, etc. Euh, mais une fois qu'on l'a lu, on oublie un petit peu ce qui s'est dit. Alors que là, moi, ce que j'apprécie dans le design humain, c'est de le mettre en pratique, tu vois. D'ailleurs, moi, je dis à tous mes clients de ne pas croire un mot de ce que je leur raconte, mais d'en faire eux-mêmes l'expérience. Et puis, une fois qu'ils ont vérifié leur système de guidage interne, bah, tout leur paraît plus naturel. Et puis, il y a des choses qu'ils intègrent le jour même, il y a des jours qu'ils intégreront dans un an. Et voilà, il y a aucun souci. Et puis, si tu veux, il y a des choses qui vont leur confirmer certains de mes clients sont rassurés de voir qu'ils agissent déjà de manière plutôt alignée. C'est souvent le cas d'ailleurs quand ils ont déjà fait une phase d'introspection pour apprendre à mieux se connaître. Et puis d'autres vont avoir des réponses à leurs questions, vont enfin comprendre peut-être pourquoi ils se sentent comme ils se sentent ou quand ils prennent une décision par exemple. Et puis voilà, c'est vraiment hyper puissant comme outil. Et je voulais rebondir sur quelque chose que tu as dit tout à l'heure. Euh, je sais plus comment tu l'as dit, mais c'était quelque chose du style le déconditionnement peut être douloureux ou peut faire peur, hein. Euh,
Je suis entièrement d'accord et c'est d'ailleurs pour ça que peut-être il y a des gens qui s'y intéressent pas. Si c'est votre cas, je voulais simplement vous dire que vous n'êtes pas les seuls et que, un déconditionnement, ça peut se faire par étapes, et ça permet vraiment de remettre en question des croyances qu'on a depuis longtemps, et que si ça se fait de manière consciente, on décide consciemment de penser autrement, surtout, tu vois, si nos nouvelles croyances vont à l'encontre de ce que la société nous dit ou de ce que notre entourage nous a inculqué, j'entends et je suis entièrement d'accord que ça peut être hyper effrayant, de prendre des mesures que personne autour de nous va comprendre. Tu vois, moi, par exemple, quand je pars, que je m'expatrie dans un nouveau pays tous les ans, les gens me regardent un petit peu comme une alien, tu vois. Mais voilà, quand on comprend que finalement, on fait ce qui nous fait vibrer, ce que notre âme, elle nous appelle à faire, ce qui allume notre flamme intérieure, tu vois, nos désirs profonds, bah alors c'est tout gagné, tu vois, en sachant que, rappelez-vous aussi que votre entourage, il va risquer de projeter sur vous leur peur. Tu vois, moi, quand on me dit: «Oh là là, mais tu pars toute seule, t'es une femme, t'as 30 ans, hein, hein», bon, 34 maintenant, «tu pas peur?» Mais en fait, c'est leur peur. C'est des choses qui ne t'appartiennent pas et si tu ne te connais pas, si tu connais pas ce qui va vraiment, allumer ta petite flamme intérieure, tu risques de te freiner dans cet élan que tu as eu. Encore une fois, je parle de moi, ce qui m'est arrivé quand j'ai décidé de partir seule en tour d'Amérique latine. Mais si tu décides de parcourir le monde et que tu entends ah là là, mais t'as pas peur, si tu as fait ce travail sur toi de savoir ok, quelles sont mes croyances, j'ai étudié les risques, etc. Je connais ma valeur, mes désirs, mes besoins, etc. Alors, ne te laisse pas freiner par ces peurs et ces croyances qui sont celles des autres, tu vois? Ça pour moi, c'est vraiment le plus grand risque de passer à côté de sa vie. En tout cas, moi, c'est quelque chose qui est hyper important pour moi et voilà, je parle en termes d'expérience personnelle, mais ça s'applique pour tout. De rester dans un travail qui ne nous anime pas, dans une situation, dans un lieu, dans une relation. Voilà. Exactement. C'est oser porter le regard vers l'intérieur et puis pour rebondir sur ce que tu as rebondi, justement tu disais, le fait que c'est oui ça peut être flippant. C'est vrai que ça peut être flippant et moi j'aime bien rajouter ça, c'est que c'est un processus. C'est pas quelque chose qui se fait en un claquement de doigts. Comme tu l'as dit, ben, il y a certains de tes clients qui vont, prendre certaines informations que tu peux leur donner aujourd'hui, ils vont les utiliser réellement dans un an. Ben, si on fait le parallèle dans un deuil, c'est pareil. C'est intime, c'est personnel, il y a pas de date de péremption, il y a pas de date limite, ce n'est jamais trop tard et cette notion, cette variable du temps, elle est aussi importante, pardon, à prendre en compte. C'est vraiment un processus, c'est un cheminement, c'est une quête intérieure, c'est un voyage intérieur, mais dans tous ces mots, il y a vraiment cette notion du temps, de la durée, de l'évolution, des petits pas, des hauts et des bas aussi parce que, bah, quand on se déconditionne, ben, il y a des trucs super cool, on se dit: «Ah ouais, trop bien, je me sens beaucoup mieux dans mon acte, j'ai mis les bonnes paires de lunettes, ah 1, 2, 3, les bonnes paires de lunettes ou les bonnes baskets, les bonnes chaussures pour, aller parcourir le monde». Mais il y a des moments où, ah ben merde, finalement ma basket elle est craquée et je l'avais pas vue et c'est pas du tout agréable quand il pleut, je prends la flotte, quoi. Bah, c'est exactement la même chose, il y a des hauts, il y a des bas, il y a des très belles surprises sur ce chemin, mais il y a aussi, ben, des déconvenues, on va dire et c'est OK, en fait. Mais si vous vous connaissez mieux, si vous savez comment vous gérez vos émotions, vos comportements, ce qui vous affecte peut-être plus aussi par l'intermédiaire du design humain ou tout autre outil de connaissance de soi qui résonne en vous, ben, ça vous permet dans ces moments de déconvenus, dans ces moments plus difficiles, ben, de mieux remonter en fait ou plus facilement remonter ou que ce soit moins douloureux et que ce soit plus fluide pour vous parce que vous savez quel chemin prendre plutôt que de prendre le chemin que tout le monde vous dit et qui ne vous convient absolument pas en fait.
Et du coup, j'avais envie de te demander justement pour conclure un peu cet épisode, quels seraient, les, 2, 3, 4, 5, qu'importe le nombre que tu en as, de raisons justement de découvrir son human design? Je pense que ça peut nous faire une très belle conclusion. Absolument. Beh, écoute, moi, je peux te parler de mon expérience, peut-être comme ça va permettre d'avoir des exemples concrets peut-être. Tu l'as dit tout à l'heure, moi aussi j'ai vécu un burn-out quand j'étais, employée, un gros burn-out, je respectais pas du tout ma manière de fonctionner. Hem donc, je vous le disais tout à l'heure, parmi les choses essentielles qu'on apprend à travers le Human Design, on apprend, je vais dire au sens large, à préserver son capital santé et son équilibre psychologique. Parce que voilà, on apprend à rester maître de son énergie, à rester maître de ses émotions, tu vois, à pas se positionner aussi en tant que victime, à mieux communiquer ses besoins, etc. Je vous le disais, donc il y a vraiment des choses concrètes, des comportements sains, des comportements malsains. Et quand on prend conscience, c'est un petit peu comme avoir le dictionnaire, tu vois, quand tu apprends une nouvelle langue et que tu ne connais absolument rien de cette nouvelle langue et que tu n'as pas de dico, bah, c'est compliqué, tu vois. Donc moi, quand j'ai pris conscience de mon type, donc encore une fois, tu parlais de vocabulaire bien spécifique tout à l'heure au Human Design, c'est vrai, il y a beaucoup de vocabulaire spécifique. Il existe 5 grands types, donc l'idée, c'est vraiment pas de mettre des gens dans des cases, hein. Au contraire, c'est tout l'inverse, de faire comprendre à chacun leur unicité, c'est ça le but. Mais moi, quand j'ai pris conscience de mon type, je suis manifesteur, sans rentrer dans le détail. Ce que ça me dit, c'est que je suis pas faite pour travailler 10 heures par jour. Je suis pas faite pour, tu vois, je suis faite pour initier, pour initier, puis ensuite peut-être déléguer, parce que j'ai pas l'énergie pour aller au bout de mes projets. Alors aujourd'hui, je suis à mon compte et évidemment, j'ai pas une équipe de 15 personnes avec moi, donc voilà. Mais maintenant que je le sais, si tu veux, je préserve beaucoup mieux mon énergie. Je vais prendre des pauses, je vais varier les tâches. Et aujourd'hui, quand je regarde mon expérience d'il y a 10 ans, quand j'ai fait un burn-out à l'âge de 24 ans, euh, je travaillais 80 heures, 90 heures par semaine. Mais aujourd'hui, maintenant que j'ai mon mode d'emploi, je me dis, mais comment je suis encore vivante, tu vois? Déjà, personne ne devrait travailler autant, on est bien d'accord, mais moi, mon énergie, je n'ai pas l'énergie pour travailler de manière efficace, en tout cas. Tu vois, rester devant mon ordinateur pendant 3 heures et écrire un post, ça sert à rien. Donc, c'est contre-productif. L'idée, c'est vraiment de prendre conscience de le meilleur mode de fonctionnement pour soi. Et puis aussi d'éviter de prendre trop de responsabilités. Si je parle de burn-out, d'apprendre à mieux communiquer ses besoins. Donc, je te faisais un petit peu la liste tout à l'heure, hein, les relations, ça va t'aider dans ton business, ça va t'aider à trouver un peu, si tu es en quête de sens, si tu ne sais pas ce pourquoi tu es fait, quelles sont tes qualités. Moi, j'entends souvent, ah là là, mais moi, j'ai aucune qualité. Ben, c'est pas du tout vrai. Personne n'a aucune qualité, tu vois. Le tout, c'est d'en être conscient. Donc voilà, ça aide vraiment à mettre de la lumière sur des choses dont on n'est pas forcément conscient. Mais les choses sont là, en fait. Ça vient pas t'ajouter des choses, ça vient juste mettre de la lumière sur euh, ce qu'on peut qualifier de positif, tes forces, tes dons, etc. Et ce qu'on peut qualifier de négatif, même s'il n'y a rien de positif, négatif, hein, c'est la valeur que nous, on leur donne. Mais voilà, en tout cas, c'est une expérience hyper forte de transformation personnelle, de croissance spirituelle. Il n'y a pas besoin de croire en n'importe quoi. Tu vois, c'est pas une religion, je le dis. Je le dis souvent. Il y a aucun certificat de cohérence à avoir, aucune croyance à avoir. Venir avec l'esprit ouvert et puis le mettre en pratique.
dans sa vie de tous les jours. Et puis, comme tu l'as dit, c'est un chemin fait de haut et de bas. Moi, j'ai beau connaître mon human design depuis presque 3 ans maintenant. Ça ne veut pas dire que toute ma vie est tout le temps alignée. Non, moi aussi, j'ai des bas. Mais aujourd'hui, je mets beaucoup plus de lumière. Tu vois, quand je ressens la colère, par exemple, je sais que j'ai pas forcément suivi mon mode d'emploi. Et du coup, ça me permet de, a posteriori, réfléchir à ce que j'ai fait de telle ou telle manière et peut-être que j'aurais pu faire d'une autre manière. Et voilà. Super. Je te remercie beaucoup en tout cas pour pour toutes ces informations, pour ce témoignage aussi, là personnel des différents, bénéfices que toi ça a pu t'apporter et puis, on l'a dit, c'est aussi une expérience donc si l'envie et si le cœur vous porte et je vous invite à faire cette expérience et je mettrai du coup tous tes liens en description si les gens sont intéressés pour te contacter. Je dirais que, je retiens un peu ce côté-là finalement le human design, enfin en tout cas s'y intéresser ou prendre ce chemin-là de connaissance de soi, c'est, faire d'une certaine manière un peu une mort symbolique, mais justement pour, faire le deuil de certaines choses qu'on a cru être et qu'on n'était pas, et surtout renaître, mais renaître différemment. C'est un peu pour moi l'image du phénix qui renaît de ses cendres, qui est clairement, la métaphore pour moi de la résilience et en maîtrisant finalement cette énergie, notre énergie personnelle, individuelle, intime, qui est la nôtre et uniquement la nôtre ça nous permet de faire face aux hauts et aux bas de la vie parce que dans tous les cas, la vie est faite de hauts et de bas. Donc je voulais vraiment te remercier pour cet épisode Mathilde et puis, je te dis à très, très bientôt. Merci à toi, Charlène. Merci aux auditeurs. À bientôt. Je vous remercie sincèrement d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Votre engagement me touche et me motive dans cette aventure. Je vous invite à me faire votre retour en me laissant votre avis sur votre plateforme d'écoute. Positive ou négative, la critique est constructive et permet toujours de s'améliorer. Ce podcast est là pour répondre à vos attentes. Alors en attendant le prochain épisode, faites-moi savoir les thématiques que vous aimeriez voir abordées sur Oli et Thanato. Nous pouvons en parler directement sur Instagram sur le compte Oliatma. Je reste dans tous les cas à votre disposition si vous traversez actuellement une transition de vie et que vous souhaitez en faire une force et non un boulet au pied. Tous les liens sont en description. Je vous souhaite une magnifique semaine.